Mesdames et messieurs, aujourd'hui je me tiens devant vous non seulement en tant que conférencier, mais aussi en tant que gardien d'une sagesse intemporelle. Je suis ici pour explorer les profondeurs profondes d'un sujet qui a le pouvoir de transformer des vies, de façonner des destins et de tracer la voie vers l'abondance financière, la psychologie de l'argent. Comprenez ceci, mes amis. L'argent n'est pas simplement une devise, c'est le reflet de nos pensées, croyances et actions. La façon dont nous pensons à l'argent façonne notre destin financier plus que nous ne pourrions jamais le réaliser. La psychologie de la richesse est aussi importante que les stratégies tangibles que nous employons. Permettez-moi de commencer par souligner que la richesse n'est pas simplement le résultat de la chance ou du destin. C'est une conséquence de nos attitudes, habitudes et mentalités. Votre situation financière actuelle est le reflet direct de vos pensées sur l'argent, des actions que vous avez prises et des habitudes que vous avez cultivées. Tout d'abord, parlons de l'état d'esprit. La façon dont vous pensez à l'argent pose les fondations de votre réussite financière. Vos croyances sur l'argent, qu'elles soient héritées ou autoconstruites, jouent un rôle essentiel dans le façonnage de votre destin financier. Si vous vous accrochez à des croyances limitatives telles que « l'argent est la racine de tous les maux » ou « les riches sont cupides », vous repoussez inconsciemment la richesse de votre vie. Adoptez une mentalité qui accueille l'abondance, voyez l'argent comme un outil pour le bien, un moyen de subvenir aux besoins de votre famille, de contribuer à la société et de mener une vie épanouissante. Ensuite, parlons du pouvoir de la vision. La capacité d'envisager votre succès financier est primordiale. Créez une image mentale vive de votre avenir financier désiré. Visualisez le style de vie que vous souhaitez, les endroits que vous voulez visiter, l'impact que vous souhaitez avoir. Cette vision servira de guide lumineux, vous motivant à traverser les défis et vous poussant vers vos objectifs. Maintenant, plongeons dans le domaine des habitudes. Nos actions quotidiennes, nos rituels et nos routines dictent notre destin financier. Disciplinez-vous pour adopter des habitudes financières positives, épargnez avec diligence, investissez judicieusement et éduquez-vous continuellement sur l'argent. Rappelez-vous, ce n'est pas tant ce que vous gagnez qui compte, c'est ce que vous gardez et ce que vous en faites qui importe. De plus, comprenez l'impact profond des intérêts composés. Non seulement dans les investissements financiers, mais aussi dans la croissance personnelle. Des efforts constants cumulés au fil du temps produisent des résultats remarquables. Des pas petits mais cohérents vers l'alphabétisation financière. Des décisions financières prudentes et un effort persistant produiront une croissance exponentielle dans votre parcours de richesse. En outre, la compagnie que vous gardez influence considérablement votre trajectoire financière. Entourez-vous de personnes qui vous inspirent, vous challengent et vous élèvent. Associez-vous à des personnes qui ont réalisé ce que vous aspirez à accomplir. Apprenez d'eux. Absorbez leur sagesse et tirez parti de leurs expériences pour accélérer votre propre croissance financière. N'oublions pas l'importance de la résilience et de l'adaptabilité. Les tempêtes financières sont inévitables, mais la façon dont vous les affrontez définit votre succès. Accueillez les échecs comme des opportunités d'apprentissage, pivotez si nécessaire et persistez dans la poursuite de vos objectifs financiers. Enfin, et peut-être surtout, ne sous-estimez jamais le pouvoir du don. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, plus vous donnez, plus vous recevez. La générosité est une marque des véritablement riches. Donnez sans rien attendre en retour, et vous constaterez l'abondance qui revient dans votre vie. Dans cette vaste toile de l'existence, nous sommes chacun équipés d'un don remarquable et unique. Le don d'apprentissage continu et de développement personnel. Nos esprits sont semblables à un sol fertile, capable de nourrir des graines de sagesse, d'idées et de compétences qui, une fois cultivées, ont le potentiel de produire une récolte d'abondance et de prospérité sans mesure. Permettez-moi de souligner cette vérité fondamentale, votre niveau de succès dans la vie, tant sur le plan financier que personnel, est directement proportionnel à la profondeur de votre engagement à élargir vos connaissances et à perfectionner vos compétences. Vous ne pouvez pas vous attendre à récolter des récompenses abondantes si vous semez de maigres graines de compréhension. Le monde récompense ceux qui investissent en eux-mêmes et dans leur croissance. Pensez Y, ces personnes qui ont atteint les sommets du succès financier. Les visionnaires, les pionniers, les titans de l'industrie, qu'est-ce qui les distingue? C'est leur faim insatiable de connaissances, leur quête inlassable d'amélioration personnelle et leur dévouement inébranlable à l'apprentissage continu. Ils comprennent que le chemin de la grandeur est pavé d'un engagement envers le développement personnel. L'éducation ne se limite pas aux murs des institutions. C'est un voyage de toute une vie, une odyssée de découverte qui s'étend bien au-delà de l'éducation formelle.
Cela implique de dévorer des livres qui stimulent votre imagination, de rechercher des mentors dont la sagesse éclaire votre chemin, d'assister à des séminaires et des ateliers qui élargissent vos horizons, et d'embrasser des expériences qui vous défient et vous forgent en une meilleure version de vous-même. De plus, l'acquisition de connaissances n'est pas une fin en soi, c'est un moyen pour atteindre un objectif, un catalyseur qui vous propulse vers l'indépendance financière et la liberté ultime. En élargissant votre arsenal intellectuel, vous acquérez les outils nécessaires pour naviguer dans les complexités du monde moderne, acquérir de l'expertise, affiner vos compétences et vous positionner comme un atout inestimable sur le marché. Dans le paysage en constante évolution d'aujourd'hui, la monnaie du succès n'est pas uniquement mesurée en termes monétaires, c'est aussi le reflet de votre capital intellectuel. Plus vous en savez, plus vous pouvez contribuer. Plus vous pouvez contribuer, plus de valeur vous pouvez offrir aux autres. Et à mesure que vous continuez à offrir de la valeur, l'univers a une façon magnifique de réagir de manière abondante. De plus, permettez-moi de dissiper une idée fausse courante, une erreur qui enchaîne de nombreux aspirants, la croyance selon laquelle l'indépendance financière est un rêve insaisissable réservé à quelques-uns. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. L'indépendance financière n'est pas un coup de chance ou un mirage lointain, c'est une réalité tangible à portée de main, réalisable grâce à une recherche diligente de connaissances et à un engagement envers le développement personnel. Comprenez ceci, vous possédez en vous le potentiel brut de façonner votre propre destinée, de concevoir une vie d'abondance et de prospérité. Mais ce potentiel reste latent jusqu'à ce que vous le libériez grâce au pouvoir de l'éducation et du développement personnel. Votre capacité à vous adapter, à innover et à prospérer dans un monde en constante évolution dépend de votre volonté d'investir en vous-même. De plus, la recherche de connaissances et de développement personnel ne se limite pas à l'accumulation de richesses, il s'agit de créer une vie d'épanouissement, de joie et de contribution. Il s'agit de devenir la meilleure version de vous-même, non seulement pour votre propre bien, mais aussi pour le bien de l'humanité. Lorsque vous élargissez vos connaissances et affinez vos compétences, vous devenez un phare d'inspiration, un catalyseur de changement positif dans la vie de ceux qui vous entourent. Maintenant, mes amis, permettez-moi de vous laisser avec cette vérité profonde, votre avenir n'est pas une question de chance, c'est une question de choix. Le choix d'entreprendre une quête implacable de sagesse et d'amélioration personnelle. Le choix de s'engager sur un chemin d'apprentissage continu. Le choix d'utiliser le pouvoir transformateur de la connaissance comme catalyseur pour atteindre l'indépendance financière et la liberté ultime. Alors, je vous implore, embrassez le voyage de la croissance personnelle et de l'éducation avec une détermination inébranlable. Cultivez votre esprit, nourrissez vos talents et ne cessez jamais d'élargir les frontières de votre compréhension. En le faisant, vous ouvrez la voie à une vie d'abondance, de succès et de liberté inégalée, la vie que vous méritez vraiment. Merci, mes amis, de m'avoir permis de partager avec vous ces vérités intemporelles. Rappelez-vous, la clé pour ouvrir les portes de l'opportunité réside dans votre engagement envers l'apprentissage continu et la croissance personnelle. Osez rêver, osez apprendre et osez transformer votre vie au-delà de l'imagination. Votre avenir vous attend, et il regorge de possibilités infinies. Que Dieu vous bénisse tous dans ce magnifique voyage de découverte de soi et de réussite. Le temps est plus précieux que l'argent. Vous pouvez acquérir plus d'argent, mais vous ne pouvez pas acquérir plus de temps. Alors, protégez vos semences, votre argent et votre temps. Planifiez soigneusement votre temps et ne laissez personne le gaspiller. Il est acceptable de laisser les gens prendre un peu de votre temps libre, mais ne les laissez pas prendre votre temps important. Soyez vigilants contre tout ce qui pourrait vous voler votre temps. Rappelez-vous, travaillez intelligemment, pas plus dur. Pendant mon séjour en Afrique du Sud, j'ai appris un dicton d'Arnold Bennett sur le temps. Je n'aurai pas le temps de tout écrire, mais je vais vous le lire, et il sera inclus dans le lot de cassettes que vous recevrez pour le week-end. Arnold Bennett a dit, le temps est la matière première de tout. Avec lui, tout est possible, sans lui, rien. L'approvisionnement en temps est un miracle quotidien, vraiment étonnant. Pensez Y, chaque matin, vous vous réveillez avec 24 heures à dépenser. C'est à vous, la chose la plus précieuse que vous ayez. Personne ne peut vous le prendre, et tout le monde reçoit la même quantité. Le temps se moque de combien d'argent vous avez ou de votre intelligence. Vous ne pouvez pas économiser de temps pour plus tard. Et vous ne pouvez pas l'emprunter à l'avenir. Vous ne pouvez utiliser que le temps que vous avez en ce moment. Si vous n'utilisez pas bien votre temps, vous gaspillez votre vie. Le temps ne revient pas, donc il est important d'en profiter au maximum. La façon dont vous passez votre temps affecte votre bonheur.
Si vous ne pouvez pas tout faire dans votre journée, votre vie peut être chamboulée. Nous avons tous le même temps, donc c'est à nous de l'utiliser judicieusement. Mon père a vécu jusqu'à 90 ans, mais cela semblait court dans sa vie apparemment longue de 93 ans. C'était court parce que cela semble juste comme si nous n'avions que plus de temps. L'Ancien Testament nous donne une vue de certaines personnes qui vivaient jusqu'à 5, 6, 7, 8, 900 ans. Si j'avais la chance de demander, je demanderais comment se fait-il que nous ayons été floués? Ne serait-ce pas une bonne question si vous aviez la chance de demander? Imaginez 7, 8, 900 ans pour regarder génération après génération après génération après génération rester en bonne santé et bien. Je veux dire, il faut être en bonne santé pour arriver à 900 ans. Vous devez prendre vos vitamines. Je ne fais pas la promotion de la Bible. Je ne fais pas la promotion de vitamines. Je vais bien aujourd'hui. Donc, la clé est que le temps est précieux. Maintenant, laissez-moi vous donner la description du temps de Bill Bailey. La vie n'est pas seulement le passage du temps, la vie est une collection d'expériences, leur fréquence et leur intensité. La vie n'est pas seulement de regarder passer le temps, la vie est une collection d'expériences. Leur intensité, leur fréquence. Quand mon ami Marc est mort à l'âge de 44 ans, quelqu'un a dit, c'est jeune pour mourir. Mais que se passe-t-il s'il a vécu 4 vies en une? Ce ne serait peut-être pas trop jeune. Donc, quelle que soit la durée de votre vie, voici ce que vous voulez remplir, des expériences et l'intensité de ces expériences. D'accord, parlons de gestion du temps. Quand devez-vous commencer votre journée? La réponse est dès qu'elle est finie. Planifiez bien votre journée, en laissant de la place pour les surprises, mais une fois que vous avez planifié une journée productive, commencez tout de suite. Votre temps devient beaucoup plus précieux de cette façon. N'attendez pas pour commencer votre journée. Ensuite, ne commencez pas votre semaine tant que vous n'avez pas tout planifié. Planifier une semaine entière peut être difficile. Mais ça en vaut la peine. Et ne commencez pas votre mois tant que vous n'avez pas fini de le planifier. Réfléchissez à où vous devez aller, à qui vous devez voir et à ce que vous devez accomplir. Maintenant, voici le plus important, ne commencez pas votre année tant que vous ne l'avez pas planifiée au mieux. Vous ne pouvez pas la planifier minute par minute, mais réfléchissez à ce que vous voulez accomplir pendant toute l'année. Le 1er janvier peut arriver, et les choses peuvent changer, mais si vous avez progressé au cours des premiers 90 jours, vous multiplierez votre succès. J'ai vécu cela moi-même. Après 3 mois, je suis en train de rouler, faisant tellement de progrès que je révise tout mon plan pour l'année. Mais avant de répondre à la question de comment gérer votre temps efficacement, laissez-moi vous donner juste quelques conseils sur les principes essentiels de la gestion du temps. Tout d'abord, vous dirigez la journée, ou elle vous dirige. C'est assez simple quand on y pense. Commencer quelque chose n'est pas difficile, mais après un certain temps, cela commence à vous contrôler. J'ai dit un jour à mon équipe, c'est comme donner naissance à un tigre, commencer, c'est une chose, mais apprendre à le maîtriser en est une autre. Les jours sont coûteux, quand vous passez une journée. Vous avez une journée de moins à passer, donc assurez-vous de dépenser chacune sagement. Pensez Y, vous avez déjà consacré suffisamment de temps au travail. Si vous travaillez 8 à 10 heures par jour, c'est amplement. Bien sûr, il y a des moments où vous devez travailler plus longtemps, peut-être 12, 14 ou même 16 heures d'affilée. Nous avons tous été là, à mettre des heures supplémentaires. Mais à un moment donné, vous devez trouver un équilibre, votre santé, votre cœur, votre tension artérielle, tout est en jeu si vous ne le faites pas. Vous n'avez pas nécessairement besoin de travailler plus d'heures, vous devez juste mieux utiliser votre temps. Comme on dit, ce n'est pas le nombre d'heures que vous passez, mais ce que vous accomplissez dans ces heures qui compte. Ensuite, vous avez besoin d'objectifs clairs écrits. La gestion du temps est cruciale. Si vous n'avez pas de liste d'objectifs, nous travaillerons là-dessus demain. Priorisez et continuez à réexaminer vos objectifs car c'est ainsi que vous décidez où concentrer votre temps. Vous avez besoin d'un plan pour atteindre vos objectifs. Une autre chose importante est de séparer ce qui est important de ce qui ne l'est pas. Passez votre temps sur les choses qui comptent vraiment. C'est pourquoi il est important de réfléchir sur papier, écrivez votre plan de jeu pour vous assurer que vous ne passez pas trop de temps sur des choses mineures. Rappelez-vous, ne confondez pas le fait d'être occupé avec le fait d'accomplir quelque chose. Il est facile de rester occupé, mais assurez-vous d'être occupé avec les bonnes choses. Ensuite, la concentration est essentielle. Être distrait peut être dangereux, que vous soyez sur la route ou en affaires.
Vous devez garder votre esprit concentré. J'ai une petite règle, ne commencez pas votre journée de travail avant d'être au bureau. Je commençais autrefois ma journée sous la douche ou à la table du petit déjeuner, et cela posait beaucoup de problèmes. Assis au petit déjeuner. Mon esprit était déjà au bureau. Je me retrouvais même confus quand j'essayais de me détendre à la plage. Mon esprit ne cessait de revenir au travail. C'est être confus. Nous avons parlé de cette citation lors du séminaire du soir, où que vous soyez, soyez là. Si vous êtes à la table du petit déjeuner, soyez présent. Lorsque vous parlez avec quelqu'un, soyez pleinement engagé. Sur le chemin du travail. Profitez du voyage, regardez autour de vous, observez ce qui se passe, soyez dans l'instant présent. Ensuite, lorsque vous êtes au bureau, concentrez-vous sur vos tâches. Une autre chose essentielle dans la gestion du temps est d'apprendre à dire non. Il est facile de remplir votre emploi du temps et de vous retrouver avec toutes sortes de problèmes simplement parce que vous n'avez pas su dire non quand vous auriez dû le faire. Il est beaucoup plus difficile de dire oui et ensuite essayer de se désengager plus tard. Mieux vaut dire non le front que de vous surcharger. Comme le dit Ron Reynolds, ne laissez pas votre bouche surcharger votre dos. Le troisième élément essentiel est de vous analyser honnêtement, puis soit de faire des ajustements, soit de trouver quelqu'un d'autre pour gérer les tâches que vous n'êtes pas bon à faire. Par exemple, mon personnel a découvert que je ne suis pas un bon coursier. Ils m'ont confié un chèque à livrer, mais il a fini par se perdre. J'ai promis que je ferais mieux la prochaine fois, mais ça n'a tout simplement pas marché. Alors, nous avons instauré une règle dans notre bureau, ne donnez rien au président à livrer, ça n'arrivera pas. J'ai dû accepter que je n'étais pas bon dans certaines tâches. Au lieu de promettre de changer, j'ai trouvé quelqu'un d'autre pour les gérer. J'ai embauché quelqu'un pour s'occuper de la lecture des états financiers et de la gestion des affaires corporatives que je n'arrêtais pas de remettre à plus tard. Cela m'a coûté beaucoup en amende et en impôts jusqu'à ce que je trouve enfin quelqu'un pour s'en occuper à ma place. Miss Marie, une secrétaire juridique avec une licence immobilière, a été une bouée de sauvetage. Elle s'est occupée de mes finances, a argumenté avec les avocats et a traité avec l'IRS. Elle a tellement bien fait son travail qu'elle m'a fait économiser 15 000 $ d'impôts supplémentaires une année. Je lui ai même donné une prime pour son excellent travail. Si vous ne comptez pas changer, alors trouvez quelqu'un qui peut le faire pour vous. Analysez honnêtement vos forces et vos faiblesses. Si vous êtes bon en comptabilité, c'est super, continuez. Mais sinon, ne continuez pas à promettre de changer. Trouvez plutôt quelqu'un qui peut le faire pour vous, même si cela signifie leur verser une petite somme. C'est mieux que de promettre de faire quelque chose et de ne jamais le faire. Alors, analysez-vous honnêtement, c'est crucial. Le dernier élément essentiel est d'être plus alerte. Cela signifie non seulement rester conscient de ce qui se passe autour de vous, mais aussi examiner vos procédures actuelles. Vous pourriez avoir des méthodes dépassées qui font perdre du temps. Peut-être que vous faites quelque chose de la même manière depuis 5 ans alors qu'il y a une manière plus rapide et plus efficace de le faire, comme utiliser des programmes informatiques ou des outils mis à jour. Il est facile d'accumuler du temps et des mouvements perdus en s'en tenant à de vieilles méthodes. Alors, jetez un coup d'œil à vos procédures et voyez s'il y a des améliorations à apporter. Et soyez attentifs aux activités qui font perdre du temps. Par exemple, dans la gestion des ventes, il est enseigné de ne pas se déplacer à travers la ville tant que vous n'avez pas exploré les opportunités plus proches. Parcourir 40 miles pour un prospect pourrait ne pas valoir le temps alors qu'il y a des prospects à proximité. Enfin, posez des questions. Lorsque vous vous apprêtez à parler à quelqu'un, posez des questions pour mieux comprendre sa situation. Cela peut vous faire gagner beaucoup de temps. Les gens ne révèlent souvent pas le vrai problème au début, alors poser des questions vous aide à aller droit au but rapidement. Et ne vous arrêtez pas à une ou deux questions, continuez à poser des questions jusqu'à ce que vous soyez sûr de comprendre la situation. Avoir des plans de jeu est crucial aussi, que ce soit pour les 6 prochains mois ou pour un an. Élaborer vos plans vous aide à vous assurer que les choses se font. C'est particulièrement important pour les entreprises ayant des opérations internationales ou plusieurs corporations. Penser sur papier est la clé d'une gestion efficace du temps. S'il y a une chose à retenir sur la gestion du temps, c'est l'importance d'avoir des plans clairs établis. Alors, comment gérer votre temps efficacement? D'abord, ignorez le sujet. Je veux dire, c'est un bon conseil. Ne laissez rien vous perturber outre mesure car, rappelez-vous, maintenant vous n'avez rien à faire. Donc, si je dois prendre en main mon temps? La réponse est non. Vous ne le devez pas.
Si vous voulez tout laisser tomber, vous pouvez tout laisser tomber. Je veux dire, c'est un bon conseil. Quelqu'un dit que vous devriez noter ceci, ignorer tous les « tu devrais » ou « vous devriez » seulement s'il donne des informations générales. Il vaut mieux dire « si vous enseignez, nous devrions » plutôt que « vous devriez ». Alors vous me laissez écouter sans que cela soit trop confrontant. Si tout le monde faisait ça, voyez-vous, ce serait génial. Et ensuite, vous donnez à une personne la possibilité de choisir de le faire ou de ne pas le faire. Mais lorsque vous commencez par les « tu », vous êtes, maintenant voyez, si je ne le fais pas, maintenant nous avons une tension et peut-être des problèmes. Vous semblez toujours créer des problèmes lorsque vous parlez à vos enfants. Vous dites, si les enfants faisaient ceci, ne disant pas toujours, si vous faisiez ceci, la vie serait meilleure, mais, si les enfants faisaient ceci, la vie serait meilleure. C'est comme faire une petite conversation et les laisser écouter, puis c'est un peu moins confrontant. Cela nous donne un choix. Dans l'un de mes séminaires, voici ce que j'enseigne, toutes les formes de vie s'efforcent au maximum de leur potentiel. Sauf les êtres humains. Toutes les formes de vie s'efforcent au maximum de leur potentiel, sauf les êtres humains. À quelle hauteur un arbre va-t-il pousser? Aussi haut qu'il le peut. Vous n'avez jamais entendu parler d'un arbre poussant à moitié de sa hauteur maximale. Non, les arbres ne poussent pas à moitié. Un arbre enfonce ses racines aussi profondément qu'il le peut, s'élève aussi haut qu'il le peut. Produit chaque feuille qu'il peut, chaque fruit qu'il peut, au maximum. Toutes les formes de vie s'efforcent au maximum, sauf les êtres humains. Maintenant, pourquoi pas les êtres humains? Notez ceci. On vous a donné la dignité du choix. Vous n'êtes pas un robot. Vous n'avez pas à répéter cette année la même chose que l'année dernière. Vous pouvez déchirer le plan de l'année dernière, élaborer un nouveau plan. Alors, la dignité d'être un être humain. Maintenant, voici le choix d'être un être humain, faire partie de tout ce que nous étions censés être, ou aspirer à tout, ou à moitié, ou en partie, ou quelque chose. Le choix vous appartient. Développer une compétence ou 10 compétences. Donc, c'est, eh bien, je serais heureux avec juste une langue de plus. Eh bien, certains disent, eh bien, et, je vais en apprendre 6 ou 7. Et tout cela est une question de choix. Et quand quelqu'un dit, non, tu devrais en apprendre 4, tu dois résister à tout ça parce que c'est une question de dignité personnelle, et tu ne veux pas détruire la dignité de quelqu'un en faisant tous les « ah », et il se sent réticent à le faire. Maintenant, nous avons des problèmes. Donc, si vous voulez simplement ignorer ce sujet sur la gestion du temps. Deuxièmement, passez à quelque chose de plus facile. Le gars est dans la vente, et il dit, oh, je veux posséder l'entreprise. Finalement, il possède l'entreprise. Maintenant, il n'a plus le temps de jouer au golf. Il a dit, quand j'étais dans la vente, je gagnais beaucoup d'argent en jouant au golf 3 jours par semaine. Tant pis pour cette histoire de possession. Tant pis pour la gestion. Ma vie n'était plus la mienne après avoir commencé à gérer. Je retourne à la vente. Vous voyez, c'est la clé. Si vous êtes trop pressé, vous pourriez envisager de passer à quelque chose avec un peu moins de pression temporelle. Une petite fille dit à sa mère, « Papa rentre à la maison, apporte sa serviette et me tape sur la tête en disant « bonjour », disparaît, et travaille sur ses papiers. Pourquoi mon papa ne joue pas avec moi? Et sa mère a dit, « Regarde, ton papa t'aime beaucoup, mais il est tellement occupé au travail, qu'il ne peut pas tout faire. Il doit ramener du travail à la maison. Il t'aime, mais c'est pourquoi il ne peut pas jouer avec toi. » Et la petite fille a dit, « Pourquoi ne le mettent-ils pas simplement dans un groupe plus lent? Si vous n'avez pas le temps pour vos enfants, vous pourriez envisager de rejoindre un groupe plus lent. » Vous vous souvenez quand j'ai dit, « Certains choix que j'ai faits m'ont coûté trop cher ?» Alors, reconsidérez. Ensuite, la clé de la gestion du temps, travailler plus longtemps et plus dur. Mais voyez-vous, il y a une limite à cela. J'ai presque perdu ma santé la première année. Je suis devenu tellement fou de développement personnel et de réalisation. Je suis juste devenu fou. Vous savez. Je vous ai dit que j'étais maigre, mais à la fin de cette première année, j'étais une ombre vivante. Et puis, il m'est soudainement apparu à l'esprit, et si je devenais riche et trop malade pour en profiter? Je veux dire, c'était un choc. Alors, j'ai commencé à développer un peu plus raisonnablement parce que je me suis dit, si 12 heures ne suffisent pas, je travaillerai 14 heures. Si cela ne suffit pas, je travaillerai 18 heures. Je veux dire, peu importe le nombre d'heures nécessaires.
Et bien sûr, cela m'a coûté trop cher. Alors, voyez-vous, travailler plus longtemps et plus dur, pour certains, pourrait être approprié. Vous savez, si vous vous ennuyez et ne faites pas grand-chose, c'est peut-être bien. Travailler plus longtemps et plus dur. Mais vous ne pouvez travailler que si dur. Voici la clé. Ne pas travailler plus dur, mais plus intelligemment. Quand vous avez travaillé aussi dur que possible, en faisant de votre mieux en termes de rendement physique, dans un délai raisonnable, l'apogée de la gestion du temps, c'est tout simplement que vous devenez plus compétent. Quand je suis entré dans la vente, vous savez, j'étais avec des gens qui pouvaient obtenir, vous savez, 9 sur 10. 8 sur 10. Et quand j'ai commencé, je ne pouvais en obtenir qu'1 sur 10. Mais voici ce que j'ai fait, j'ai travaillé autour de l'horloge. Autour de l'horloge, pour que je compense en nombre ce qui me manquait en compétences. C'est bon en vente. Vous devez noter ça. Quand vous êtes nouveau, vous compensez en nombre ce qui vous manque en compétences. Maintenant, lorsque vous devenez plus compétent, les chiffres peuvent baisser parce que maintenant votre capacité de persuasion et tout ça est si élevée que vous n'avez pas besoin de mettre autant de chiffres. Mais au début, si vous voulez concurrencer ou si vous voulez vraiment devenir bon, vous devez mettre les chiffres. Mais si vous obtenez plus de vous-même, développez plus de vous-même, maintenant la gestion du temps devient une tâche plus facile. La gestion du temps la plus importante, c'est quand vous travaillez, travaillez. Quand vous jouez, jouez. Ne mélangez pas les deux. Ne travaillez pas en jouant. Je prenais ma famille à la plage, et j'apportais ma serviette. J'ai appris à ne pas le faire à la plage. Je disais que je devrais être au bureau. Je devrais être au bureau. Maintenant, ma famille est contrariée parce que je suis à la plage. Et je pense bureau, bureau, bureau. Maintenant, quand je suis au bureau, je pense, comment amener ma famille à la plage. La plage, la plage. Donc, les choses ne se passent pas trop bien au bureau parce que je pense plage, et les choses ne se passent pas trop bien à la plage parce que je pense bureau. Voici ce que j'ai appris à faire, à la plage, soyez à la plage, au bureau, soyez au bureau. Quand vous travaillez, travaillez, quand vous jouez, jouez. Ne mélangez pas les deux. Ne travaillez pas en jouant, et ne jouez pas au travail. Le travail est trop sérieux. Vous ne voulez pas avoir la réputation d'être le plaisantin du bureau. Ce n'est pas une bonne réputation. Oui, il y a du temps pour quelques histoires plaisantes. Oui, il y a du temps pour un peu d'humour. Oui, c'est mieux si c'est un bureau joyeux. Bien sûr. Mais je vous le dis, vous devez être sérieux au travail parce que vous vous séparez d'une partie de votre vie pour le travail que vous faites. Votre travail vous coûte une partie de votre vie. Voici ce que ça s'appelle, une affaire sérieuse. Pas sinistre, pas malheureuse, mais sérieuse. Clé, ne jouez pas au travail. La seule personne que je ne pense plus que nous utilisions, faire des bêtises au bureau. Jouer, faire des blagues, jouer des tours. Aucune place. Pas sur le lieu de travail. À la plage, oui. Au bar, oui. Ailleurs, pas au travail. Vous devez traiter le travail avec toute la passion conservatrice qui convient car il vous mène vers votre avenir. Tout travail est bon. Vous n'aimez peut-être pas votre travail, mais s'il constitue les pierres angulaires pour vous amener là où vous voulez aller. Vous devez apprécier votre travail. Vous n'avez pas à avoir de passion pour votre travail. Voici la passion ultime, une passion pour un succès incroyable dans tous les domaines de ma vie. Voilà la passion. Mais ne méprisez pas un travail insignifiant que vous devez faire pour finalement vous amener là où vous voulez aller. Aucun travail n'est insignifiant. Chaque travail est noble. Former la vie pour un salaire. Faire une contribution à la société. Donc, il est important que chacun comprenne à quel point le temps est précieux, priorise ce qu'il fait et essaie de tirer le meilleur parti de chaque moment. De cette manière, nous pouvons vivre une vie plus significative et épanouissante, atteindre notre plein potentiel et laisser un impact positif pour l'avenir. En conclusion, une gestion efficace du temps est essentielle pour réussir tant dans la vie personnelle que professionnelle. En mettant en œuvre les principes clés discutés, tels que la priorisation, la concentration, la délégation et le maintien de la vigilance, vous pouvez tirer le meilleur parti de votre temps et atteindre vos objectifs plus efficacement. N'oubliez pas d'analyser régulièrement vos pratiques actuelles et d'être prêt à apporter des ajustements pour améliorer l'efficacité. Poser des questions, faire des plans et noter les choses peuvent tous vous aider à rester organisé et à gagner du temps.
Gérer votre temps ne consiste pas seulement à faire plus, c'est aussi à se sentir moins stressé et à avoir un meilleur équilibre dans la vie. Alors, prenez le contrôle de votre temps, soyez proactif et observez comment les choses commencent à se mettre en place.